Bonjour Monsieur Bertrand Picard, Bonjour. nous sommes ravis de vous avoir dans notre micro donc pour la deuxième année de suite et on va vous poser deux petites questions par rapport en fait à votre dernier exploit, par rapport à Solar Impulse. Donc je vais commencer par la première question. Donc après le tour du monde en avion solaire, vous avez battu récemment le record du monde d'autonomie d'un véhicule hydrogène de série. Donc c'est important de le mentionner, ce n'est pas un véhicule qui a été fabriqué pour l'exploit, mais c'est un véhicule de série. Quel message souhaitiez-vous véhiculer à travers cet exploit? Le message, c'est justement que on peut faire aujourd'hui de manière totalement propre des records, des performances fantastiques sans avoir besoin d'un prototype expérimental, simplement avec ce qui est déjà sur le marché. Mais il faut l'utiliser, ce qui est sur le marché. Aujourd'hui, la voiture électrique a clairement le meilleur rendement possible. Le moteur électrique, c'est ce qui est le plus sûr, ce qui est le plus propre. Ça peut être alimenté par une batterie ou ça peut être alimenté par une pile à hydrogène. Alors dans mon cas, c'était une pile à hydrogène, mais de toute façon, ce qu'il faut maintenant, c'est montrer que la mobilité peut être propre. Je vais poser une question par rapport à l'hydrogène parce que l'hydrogène industriel, c'est un hydrogène qui pollue plus. Parce que pour un kilo d'hydrogène, ça nécessite 13 kilos ou ça émet 13 kilos de carbone. Actuellement, il y a on va dire des mines ou des gisements d'hydrogène naturel découverts récemment en Mali. Est-ce qu'il pourrait être aussi intéressant de se tourner vers cet hydrogène naturel? Alors, l'hydrogène naturel, s'il existe dans ces poches géologiques, ce serait formidable. Maintenant, on peut aussi très bien fabriquer de l'hydrogène de manière complètement propre, avec de l'énergie solaire, ou Ouarzazate, ou avec des éoliennes, comme il y a à Tanger, comme il y a à Essaouira, notamment. Et on a de l'électricité propre et ça permet d'hydrolyser de l'eau, c'est-à-dire on sépare l'eau en hydrogène et oxygène et on utilise cet hydrogène qui ensuite se réassocie à l'air dans une pile à combustible et ça fait de l'électricité et de l'eau. Donc on est complètement propre si on fait ça. Et l'hydrogène, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de stocker de l'énergie. Parce qu'il n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours du vent, mais par contre, quand il y en a, on fabrique de l'hydrogène propre. Et cet hydrogène ensuite redonne de l'électricité là où on en a besoin. Donc c'est une manière magnifique de stocker l'énergie intermittente, renouvelable. Et c'est aussi une manière d'avoir une mobilité qui n'émet pas de particules, notamment dans les villes. Ma deuxième question, c'est par rapport à Solar Impulse. Donc, vous avez déclaré récemment que, donc je vous cite, si toutes les technologies présentes dans le monde sont massivement généralisées à l'échelle mondiale, on diviserait par deux la consommation d'énergie de l'humanité. Quels sont selon vous les principaux freins qui empêchent la généralisation du déploiement de ces technologies? Les principaux freins, c'est que la plupart des gens ne savent pas que ces technologies existent et ils ne savent pas qu'elles sont rentables. Mais on voit que, et la Fondation Solar Impulse a ce but-là, c'est de récolter, de sélectionner, de labelliser toutes les solutions technologiques, des systèmes, des produits qui sont des technologies qui sont rentables financièrement, qui créent des emplois et qui en même temps protègent l'environnement. Et notre but, c'est de faire connaître justement à tout le monde le fait qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement est devenue financièrement rentable et créatrice d'emplois. Donc même ceux qui ne s'intéressent pas à l'environnement, même ceux qui nient l'origine humaine des changements climatiques, devraient être intéressés à toutes ces technologies et toutes ces solutions-là. Et c'est incroyable de voir à quel point ce serait le marché industriel du siècle de remplacer tout ce qui pollue par ce qui est propre, de remplacer tout ce qui est inefficient par ce qui est efficient. C'est des économies d'énergie, c'est des économies d'eau, des économies de matières premières, en même temps que des économies financières et une manière de vivre mieux. Effectivement, Solar Impulse, c'est un laboratoire de la R&D, ou bien plutôt du proof of concept des technologies permettant d'assurer l'efficacité énergétique. Donc c'est un laboratoire qui est volant. Selon vous, est-ce que vous pouvez choisir deux technologies dans le Solar Impulse
et vous mettez un peu plus d'explications par rapport à ces technologies pour nos lecteurs. Deuxième question, est-ce qu'on peut imaginer des collaborations, parce que il y a une agence marocaine qui est spécialisée dans l'efficacité énergétique, donc l'AME. Est-ce qu'on peut imaginer une collaboration entre l'AME et Solar Impulse? J'adorerais une collaboration entre l'AME et Solar Impulse, surtout que je connais les responsables de l'AME. Ce serait excellent de continuer cette collaboration comme on avait commencé avec Mazen. Et c'est vrai que Solar Impulse, c'est un démonstrateur qui prouve qu'on peut faire des choses a priori impossibles avec l'efficience énergétique et avec les énergies renouvelables. Alors, si on veut prendre quelques exemples, les moteurs électriques, 97% de rendement, pratiquement aucune perte. Alors qu'un moteur à combustion, c'est 27% de rendement, donc presque les 3/4 de l'énergie est perdue en frottement et en résistance et en chaleur. Des matériaux d'isolation sur Solar Impulse, beaucoup plus efficients que tout ce qui existe ailleurs. Matériaux de Covestro, type de polyuréthane. Ça peut être mis dans les réfrigérateurs, ça peut être mis dans les maisons, dans les constructions, pour pouvoir protéger, empêcher les déperditions énergétiques. Les ampoules LED sur le bord d'attaque. On avait 16 phares d'atterrissage qui permettaient de voir de nuit comme en plein jour. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans toutes les maisons, dans les éclairages publics. Ça consomme 10 fois moins d'énergie. En plus, ça dure 10 fois plus longtemps. Donc on voit que juste avec ces 3 exemples-là, on fait déjà beaucoup. Ma troisième question, c'est par rapport à la jeunesse mondiale. Donc on sent que la jeunesse est de plus en plus engagée et devient une force influente sur les pouvoirs publics. Récemment, il y avait un sondage en France qui expliquait que 85% des Français considèrent maintenant que l'environnement, c'est une question primordiale. Donc, c'est plus une question secondaire comme c'était le cas il y a il y a 10 ans. Ma question, c'est comment quel est votre message à cette jeunesse pour qu'elle continue à influencer dans le bon sens les pouvoirs publics et comment elle doit s'organiser pour les influencer également. Donc là, on est en pleine négociation, donc pour influencer ces négociateurs vers le bon sens. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de pouvoirs publics qui ont peur de prendre des actions nécessaires parce qu'ils ne savent pas s'ils ont assez de soutien dans la population. Donc, les jeunes qui manifestent donnent un soutien majeur à tous ceux qui veulent protéger l'environnement. On ne peut plus ensuite, comme gouvernement, dire « on ne sait pas ce que veut le peuple » ou « on a peur de le faire ». Les jeunes donnent la permission d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus ambitieux dans les buts environnementaux, dans les buts énergétiques. Donc ils rendent service au monde politique. Et vous savez, il y a quand même beaucoup de pays où le seul but du politicien, c'est d'être réélu, et par conséquent, il essaye de ne pas trop bouger. Mais le jeune le force à bouger, et lui donne cette liberté de pouvoir bouger. Donc c'est fondamental. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez aborder ou moi j'ai terminé mes questions. Moi je peux dire encore quelque chose. Ok, très bien. Si j'ai beaucoup de plaisir à m'exprimer sur votre média, c'est que le Maroc a une politique énergétique qui est très ambitieuse. Et Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a donné comme but pour 2030 d'avoir 52% d'énergie renouvelable. C'est remarquable, remarquable. Et ça montre à quel point la vision politique est essentielle. On doit avoir une vision qui permet d'enthousiasmer, qui permet de créer dans la réalité un résultat. Et vous avez le vent, vous avez le soleil. Maintenant, ce qui serait formidable, c'est de continuer à appliquer cette politique-là sur l'efficience énergétique, sur l'isolation des bâtiments, sur l'économie circulaire, sur la gestion des déchets. J'admire énormément le Maroc et ça me fera très plaisir d'assister à tous ces progrès.